L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors dans le cadre du Festival du journalisme à Couture-sur-Garonne de 2025, j'ai le plaisir d'entendre et d'écouter une journaliste qui s'appelle... Donc je suis chargée de plaidoyer pour l'Environmental Justice Foundation. Donc c'est une ONG internationale basée dans 16 pays et dont la France et notre travail porte essentiellement sur la lutte contre la pêche illégale et tous les crimes qui sont associés. Donc destruction environnementale, aussi violation des droits humains. Donc je viens d'intervenir sur ce sujet aux côtés de collègues de Greenpeace notamment pour montrer tout le travail qu'on met en œuvre contre les crimes commis en mer, parce qu'en mer il y a aussi des conditions de travail entachées de travail forcé par exemple. Donc il faut savoir que selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, c'est 128 000 pêcheurs qui sont victimes du travail forcé à travers le monde. Donc Environmental Justice Foundation, nous, notre travail, ça va être de documenter en fait toutes ces violations des droits humains, destruction environnementale, mais aussi non-respect des droits des travailleurs en mer. Donc à travers nos rapports, mais aussi des films d'investigation, de la surveillance satellitaire, de la surveillance communautaire. Donc on va aussi mettre à disposition des technologies aux communautés côtières, notamment des téléphones avec des applications où ils pourront documenter en fait les activités illégales en mer. Donc prendre des photos de navires, des vidéos, la localisation et les partager avec les autorités. Et donc nous, ce qu'on demande en fait au gouvernement, le travail qu'on a aussi qu'on fait depuis de nombreuses années, mais qu'on a aussi nous avons profité de l'occasion de la conférence des Nations Unies sur les océans pour rappeler que les États doivent s'engager à se mobiliser pour plus de transparence dans le secteur de la pêche qui est des fois touché par l'opacité, parce qu'il y a beaucoup de structures très complexes en fait où il y a les propriétaires effectifs, les véritables bénéficiaires de ces activités qui se cachent derrière des structures complexes de sociétés écrans, des fois basées dans des paradis fiscaux. Donc on va uniquement sanctionner le capitaine qui au final est au bout de la chaîne, mais pas forcément les donneurs d'ordre. Donc notre message que nous aimerions passer, c'est qu'il y ait plus de journalistes qui parlent en fait de ces enjeux de violation des droits humains en mer, et pour qu'il y ait plus de pression publique aussi sur les gouvernements et qu'ils puissent s'engager un peu plus sur la question de l'identification des bénéficiaires effectifs de ces crimes, de la lutte de la pêche illégale, et qu'on puisse aussi sanctionner ces acteurs. Voilà. Merci. Donc vous intervenez dans différents pays alors Oui, donc en Afrique, donc on intervient donc au Sénégal, Ghana, Libéria, Cameroun. En Asie, donc nous avons des bureaux aussi en Thaïlande, Taïwan, Corée du Sud, Japon, et on a aussi plusieurs bureaux en Europe. On a aussi des bureaux aux Philippines, en Asie, et en Europe, nous avons un bureau à Paris, à Bruxelles, pour pouvoir communiquer avec les institutions européennes. Par exemple, on va beaucoup envoyer nos alertes liées à la pêche illégale à la Commission européenne pour qu'ils aient ces informations. Et on a aussi un bureau au Brésil. Voilà. Alors, c'est-à-dire que notre siège est basé au Royaume-Uni. Donc le siège au Royaume-Uni, et vous avez des chargés de mission partout? Comment ça se passe? Voilà, donc on a des équipes qui font travail d'investigation. On a des équipes qui s'occupent de tout ce qui est recherche-investigation, donc ceux qui vont par exemple produire les rapports. On a des équipes films aussi qui ont produit le film qu'on a projeté tout à l'heure, qui montrent des témoignages en fait de membres des équipages qui sont maltraités en fait en mer, qui des fois sont totalement bloqués par les capitaines, pendant des mois. Pendant des années même, sur des navires au large. Donc nous on va aussi essayer de recueillir ces témoignages en étant à terre, mais aussi profiter des images que les équipages vont prendre avec leur téléphone, qu'on va mettre en avant dans nos films pour pouvoir aussi sensibiliser les décideurs politiques et aussi transmettre ces images aux médias pour qu'il y ait plus de pression publique sur ces enjeux qui sont pas forcément, dont on parle pas assez à notre sens. Voilà. Oui, on n'en parle pas trop. Vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours? Moi, j'ai travaillé sur différentes thématiques en fait, liées à la justice sociale, environnementale, tout ce qui est devoir de vigilance, tout ce qui est agenda du travail décent, couverture sanitaire universelle, lutte contre la malnutrition. J'ai travaillé aussi avec Action contre la faim au Cameroun sur une mission
sur le terrain avec un consortium d'ONG, notamment CARE, Première Urgence, d'ONG humanitaires, sur des questions de résilience, donc à l'extrême nord du Cameroun, dans des zones qui sont touchées par des questions d'insécurité alimentaire, mais aussi par des déplacements de population liés à des conflits. Donc notamment à des menaces terroristes, Boko Haram, à l'extrême nord, avec la frontière avec le Nigeria. Donc moi j'ai toujours été touchée par les questions de justice sociale et environnementale, c'est ça que j'ai rejoint IGF, parce que voilà, ce qu'on a montré, c'est pas uniquement en fait on a montré que les destructions environnementales sont souvent corrélées à des violations des droits humains. C'est vraiment ce lien-là, en fait. Les deux ne sont pas séparés. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer à travers ce film, et c'est aussi voilà, quelque chose que j'ai mon angle aussi pour aborder ces problématiques, pour dialoguer avec les décideurs politiques, pour collaborer avec les ONG et les médias aussi. Merci. Oui, parce que justice sociale, justice environnementale, droits humains, tout ça c'est lié. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence des Nations Unies là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous avez eu... Bon, les ONG étaient très présentes. Est-ce que vous avez un regard plutôt optimiste? Donc nous, en fait, principalement, on a travaillé sur les questions de lutte contre la pêche INN et la pêche illégale et de transparence des bénéficiaires effectifs. Donc, on a organisé un événement où il y a plusieurs États, le Libéria, les Maldives, le Ghana, aux côtés de la France, qui se sont engagés à plus de transparence des bénéficiaires effectifs. Donc maintenant, il y a ces engagements. Nous, on va continuer à suivre les engagements pris par les États en collaborant avec eux, en ayant des feuilles de route claires sur comment implémenter ces engagements. Parce que l'idée, c'est qu'on arrive avec des actions concrètes qui permettent de changer la donne, d'améliorer les conditions des pêcheurs, d'arrêter les destructions environnementales, de lutter contre la pêche illégale et tous les crimes qui sont associés en fait. Donc voilà, on a fait ça et on a aussi organisé un événement sur la ratification de la convention 188 de l'OIT par rapport au droit du travail des pêcheurs. Donc qui implique par exemple la sécurité alimentaire, le droit au repos, mais aussi un âge minimal pour que les personnes puissent être embarquées sur des navires en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a eu des engagements, maintenant il faut qu'on suive et ça demande de collaborer avec les autorités de différents pays, de soutenir aussi d'encourager les pays à faire un travail diplomatique, les pays qui se sont engagés à aussi convaincre d'autres pays. Et donc c'est un peu sur ça qu'on est actuellement, et aussi de demander aux médias de continuer à communiquer sur ces problématiques pour que la pression publique continue en fait sur ces enjeux, pour que ça ne soit pas après l'UNOC que ça retombe, qu'il y ait vraiment de plus en plus de prise de conscience du grand public sur ces enjeux. Voilà. Et au niveau des consommateurs qui nous écoutent là, qu'est-ce qui peut être fait à notre niveau pour que les choses changent, puisqu'on sait quand même le poids des consommateurs, si on boycotte des produits, si on refuse de manger certaines choses ou de s'approvisionner à tel ou tel endroit. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de pression, nous, au-delà de ce que font les ONG remarquablement, avec des argumentaires scientifiques, etc. Donc il y a une organisation qu'il faudrait que vous interviewez qui était avec moi au niveau du panel, c'est Systémique. Je pense qu'il va vous donner une réponse bien complète, bien plus complète que la mienne, parce que moi je m'occupe plus du côté politique international, mais et aussi en relation avec le gouvernement. Mais je pense que l'information c'est important. Donc avoir l'information sur ce qui se passe dans ce secteur, ça va permettre de mettre la pression sur les décideurs, comme ce qui s'est passé au niveau du secteur textile. Donc il faut aussi qu'il y ait ce shift un peu et donc c'est le message que j'aimerais passer, c'est plutôt aux médias en fait, c'est vraiment qu'il y ait plus de communication sur les initiatives aussi des ONG, sur les conseils des ONG, sur la consommation. L'important c'est que chaque acteur puisse prendre des décisions éclairées. Et qui dit décision éclairée dit transparence, information. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre du Festival du journalisme à Couture-sur-Garonne en 2025, j'ai la joie d'écouter, d'entendre Monsieur Olivier Pavot-Davant. Bonjour. Oui, écoutez, moi je suis au bord de la Garonne avec vous là, et comme vous le savez, les fleuves mènent à la mer. Moi, comme je suis ambassadeur pour l'océan et les pôles, je me sens un peu chez moi. J'ai envie de me laisser dériver jusqu'à l'Atlantique. Bon, vous pouvez me dire un peu votre parcours, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez avec les pays arabes. On se retrouve là maintenant en mer. Moi, je suis écrivain. J'ai fait
une école de théâtre aussi. Puis après, je suis diplomate de carrière et j'ai servi beaucoup dans le monde arabe, en effet, en Égypte. Puis j'étais ambassadeur en Tunisie. Je me suis beaucoup occupé de culture aussi pour le Quai d'Orsay, l'exportation de la culture française à l'étranger. Et puis j'ai dirigé la chaîne France Culture, une autre chaîne de radio, pendant 6 ans. Et puis maintenant, j'ai succédé à Michel Rocard à Ségolène Royal comme ambassadeur pour les pôles et les océans. Et je suis venu parler au Festival du journalisme à Couture du sujet de l'océan, qui est un sujet majeur et mal connu en fait du monde, parce que c'est compliqué à comprendre. Alors à l'heure actuelle, vous travaillez sur quoi exactement? Vous nous parliez de ce qui s'est passé à Nice. Est-ce que c'est un peu encourageant quand même? Oui, à Nice, il y avait la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc l'océan, c'est un sujet assez nouveau en fait, qui regroupe non seulement d'ailleurs les pays littoraux, mais aussi les pays enclavés qui sont intéressés par ces sujets-là. Et donc on avait 190 pays qui étaient présents, les États-Unis qui étaient absents parce qu'ils sont absents maintenant de toutes les discussions sur le climat, l'environnement, la biodiversité, l'océan. On considère que ce ne sont pas des sujets sérieux. Nous, on considère que c'est important. Et donc, c'est 190 pays, 70 chefs d'État et de gouvernement. On a avancé sur pas mal de sujets, notamment la création d'un traité, donc d'un traité juridique sur la gouvernance de la haute mer. La haute mer, c'est 64% de la mer, c'est 50% de la surface du globe. Et elle était sans aucun traité juridique, sans aucun support juridique. Et donc, on a obtenu ça de tous ces pays, de mettre enfin des lois sur cette mer qui est pillée, saccagée, empruntée par tout le monde et beaucoup plus exploitée qu'elle n'est protégée. Et source de profit. Et source de profit, évidemment. L'océan, c'est beaucoup de profit. C'est l'hydrocarbure, c'est le tourisme littoral, c'est les énergies, c'est la pêche, c'est le transport maritime. Donc c'est beaucoup d'activités qui notamment portent le commerce maritime. Le commerce mondial, c'est 90% du commerce maritime. C'est beaucoup d'argent. Et donc les gens pensent d'abord, les pays pensent d'abord au profit avant de penser à la protection, parce que finalement, on sait assez mal l'impact des pressions humaines sur cet océan. On le connaît mal, et donc tout notre travail, c'est de dire il faut que les scientifiques soient ceux qui aident les leaders à la décision et que les leaders prennent leurs décisions en fonction des constats scientifiques. Mais c'est pas gagné. Et vous disiez qu'on manquait de scientifiques au niveau mondial, qui ait une parole forte. On a beaucoup de scientifiques qui travaillent, de scénographes qui travaillent sur ces sujets, mais qui puissent avoir vraiment un rôle de conseil auprès des leaders, qui se fassent entendre, qui soient des grandes voix, comme on pu l'être, si vous voulez. On ne trouvera pas de grands prix Nobel ou de grandes voix qui s'imposent sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important, parce que l'opinion publique a un rôle majeur à jouer. Et quand je dis opinion publique, ce n'est pas uniquement les ONG, c'est pas uniquement les citoyens, c'est les scientifiques aussi, face à ce monde économique qui, lui, a des logiques qui sont assez claires et qui sont assez prévisibles, et c'est toujours exploiter plus. Voilà. Donc, et si cette opinion publique se fait entendre à travers des constats scientifiques, si elle montre que les baleines vont disparaître, c'était le cas il y a 30-40 ans, il y a eu un mouvement mondial, il y a eu un traité contre la chasse à la baleine, etc. C'est de là que viendra l'espoir, en tout cas. Les ONG s'appuient quand même sur le constat scientifique pour faire avancer les choses avec des méthodes plus ou moins... Mais elles ont raison, enfin c'est leur méthode à eux. Oui, mais l'ONG c'est une chose, mais l'ONG c'est pas je pense vraiment qu'il faut ce qu'on appelle ça en anglais science to policy. Il faut vraiment que le politique autour de lui ait des scientifiques qui soient vraiment sur ces questions, vraiment ceux qui donnent la solution et l'expression publique. C'est le cas au Canada, il y a ce qu'on appelle un chief scientist auprès du Premier ministre canadien. Chez nous, c'est des organismes, l'IFREMER, qui font de très bien leur boulot, etc. Mais il faut des gens à la parole mondiale. Parce que la mer, elle n'est pas française, elle n'est pas américaine, elle n'est pas brésilienne ou chinoise, elle est mondiale. Il faut qu'il y ait des voix internationales. Voilà. Vous pouvez nous dire un peu sur la position de la France par rapport à d'autres pays, les pays nordiques ou même l'Espagne? Écoutez, nous, je pense que... Vous pouvez parler en tant que diplomate. Oui, écoutez, je pense qu'on est à l'échelle internationale un pays aujourd'hui leader pour faire bouger les choses dans un contexte qui est complexe avec la présidence de Donald Trump, et d'autres leaders. Mais on a notamment sur la question des grands fonds marins, on est absolument opposé, on est pour l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, pour lequel il y a vraiment
effectivement beaucoup d'appétit, beaucoup de demandes. Sur le traité de la haute mer, on est probablement le pays qui a permis que ce traité soit ratifié. Il le sera le 23 septembre à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur la question des aires marines protégées, on nous reproche de ne pas aller assez loin, c'est vrai, on peut faire plus, c'est évident. Mais à l'échelle mondiale, on est quand même par notre domaine maritime, deuxième au monde, 10 millions de kilomètres carrés, et aussi par notre science, nos scientifiques, nos organisations, un pays qui est quand même, par rapport à d'autres, beaucoup plus conscient que l'océan est fragile et qu'il faut le protéger. Et l'ouverture de l'Arctique, là, c'est pas inquiétant? Si, parce que tout simplement, le réchauffement climatique que tout le monde connaît, en Arctique, pas qu'on le connaît, c'est qu'il est 3 fois plus fort. Donc la température est 3 fois plus élevée en termes de réchauffement dans cette région, là où j'étais il n'y a pas longtemps, au Groenland et puis au Spitzberg, au Svalbard. Et donc la glace fond et des routes arctiques se créent, des routes de transport maritime qui vont aussi permettre l'extraction plus facile des hydrocarbures. Et donc c'est un endroit tout petit, avec des pays qui s'entendent très mal, et probablement un endroit... source de tension est évident pour les années à venir. Bon, vous avez des paroles pour nos auditeurs là, un petit peu constructives? Écoutez, non, je pense que plus les gens connaissent, plus ils prennent la parole là-dessus, plus ils s'y intéressent, plus ils se contentent pas d'aller passer des vacances au bord de la mer, en tournant le dos à la mer pour bronzer. Plus ils vont dans la mer pour comprendre à quel point c'est vital, plus ça nous aidera, nous, les diplomates et les pays, à ce qu'il y ait un grand mouvement mondial pour l'océan qui, pour l'instant, fait un peu peur, parce que l'océan, ça fait peur. Et il faut pas avoir peur de l'océan, il faut savoir que nous sommes l'océan, on est 80% d'eau, comme la Terre est 80% d'eau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.